On va débuter cette deuxième table ronde de l'après-midi. Donc l'objectif, c'est de présenter donc, dans 3 milieux différents, 3 environnements différents finalement, toutes les initiatives qui sont prises pour former justement et accompagner dans cette démarche de change. Donc Julie, est-ce que vous voulez commencer ? Alors oui, du coup, le premier point, c'était de dire que c'était évidemment très important. Alors je ne sais pas si on peut lancer. Alors voilà, ce n'est pas du prosélytisme, c'est juste, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information. Donc Arnaud Montebourg aimerait, en tout cas postule pour l'INSEAD, apparemment pour un cursus d'entrepreneuriat. Donc mon point, c'était de dire qu'évidemment, c'était très important de former les leaders de demain du secteur privé, mais aussi du secteur public. Donc c'est bien qu'il y ait la mairie de Paris à cette tribune. L'idée, c'était de dire aussi que c'était un peu, de mon point de vue, la seule façon de changer ces schémas mentaux. C'est dommage. Donc, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui allait peut-être parler des neurosciences. On n'a pas eu grand-chose sur les neurosciences, mais voilà, il y a aussi des façons de déconstruire un peu ces schémas pour en intégrer d'autres. Et la formation fait partie de ce levier. Donc, schéma qu'on acquiert dans sa formation initiale, sa famille, son parti politique, etc. Donc, il est parfois bon de les questionner. Et moi, j'avais juste un petit point de clin d'œil. Donc moi, je dirige un département de formation continue, donc pour des adultes expérimentés. Mais un petit point pour dire que effectivement, les leaders de demain, c'est aussi les enfants. Et qu'il y a de très bonnes études, notamment de l'Institut Montaigne, qui signalent que finalement, les nouvelles méthodes sur lesquelles nous, on s'échine en formation continue, puisque elles sont efficaces, donc les méthodes agiles qui ont beaucoup été citées aujourd'hui, finalement, on peut les apprendre très tôt. Et c'est le rôle de l'éducation d'apprendre un petit peu plus tôt, de travailler en collectif, en groupe, en coopération. Donc voilà, donc la formation continue, mais aussi initiale, sont en lien. Et vous, Anthony, en agence et en cabinet, comment est-ce que finalement vous pouvez faire monter finalement ces compétences ce qu'on appelle les leaders de demain, et comme Julie a précisé, finalement, c'est pas forcément, on va dire, le top management, le middle management, mais ça va être les collaborateurs subalternes ou les enfants qui vont arriver. Bon, alors, moi, en général, je ne vais pas parler de Publicis en tant que tel, parce que déjà, a priori, je suis un consultant et j'accompagne plutôt dans la transformation digitale les boîtes en externe. Si on parle de boîtes digitales, si on ne sert que de parler d'actualité, actuellement, 50% du chiffre d'affaires de Publicis est lié à du digital. Là-dessus, je pense qu'au niveau CIO, peut-être que Boris Lévy passe pas sa vie sur Twitter, mais au niveau de comprendre ce qu'implique le digital, les impacts que ça a, ça fait depuis 2000 qu'ils mettent ça en place, donc ça va pas trop mal. Par contre, en effet, cette vision-là, elle n'est pas forcément partagée par l'ensemble des dirigeants d'entreprise. Et je pense que là-dessus, il y a une vraie question qui va se poser. Bien souvent, quand on les accompagne, tout le monde a l'impression que les dirigeants, s'ils sont digitaux, ils doivent tweeter, ils doivent être sur le réseau social de l'entreprise, ils doivent devenir digitaux eux-mêmes. À la limite, pourquoi pas ? Maintenant, ça ne me semble pas le plus important. Comprendre justement, c'est ce que disait, je crois que c'est Didier qui le disait tout à l'heure, voilà, c'est tout un tas de projets, le digital, c'est pas juste une seule chose, ça concerne l'ensemble des process de l'entreprise, l'ensemble des métiers. On ne peut pas demander d'être au CEO, d'être partout, il a un emploi du temps assez chargé. Donc c'est plutôt lui-même de comprendre quels sont ses impacts, qu'est-ce que ça va changer au niveau de l'entreprise, aussi bien sur ces 3 dimensions, la partie externe, avec ses interactions et ses relations avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, sur la partie interne avec ses collaborateurs, et ensuite d'aligner ses équipes pour qu'il y ait un vrai déploiement et une vraie mise en place. Si en plus ils sont particulièrement digitaux, à la limite, tant mieux pour eux. Maintenant, c'est pas pour moi l'idéal, c'est je comprends le digital, je vois ce que ça comporte pour mon entreprise et je vais pouvoir aller de l'avant. Et comme le disait tout à l'heure aussi Didier, c'est aussi pas de s'arrêter à ses propres représentations, mais comprendre peut-être ce qu'impacte le digital pour l'entreprise, mais aussi ce qu'il y a comme impact au niveau des individus qui composent cette entreprise. Est-ce qu'ils sont au même niveau que le top ? Est-ce qu'ils sont plus loin ? Est-ce qu'ils ont des doutes ? Et être capable aussi de se mettre à la place de ses collaborateurs. Et pour des très grosses boîtes, c'est vrai que c'est souvent que là le bât blesse. Merci. Aurélien, autre secteur, autre environnement, la mairie de Paris. Alors, comment est-ce que vous faites chez vous ? Alors, déjà, la communication numérique à la ville de Paris a plusieurs rôles.
Déjà, évidemment, on doit communiquer vers les Parisiens. Donc, il y a toutes les demandes des élus, les demandes de la maire qu'on doit traiter. Évidemment, créer des sites, créer des applis, travailler sur la relation usagée. Mais évidemment, avec l'avènement du numérique, la mairie ne s'est pas digitalisée dès que le numérique est arrivé. Et la communication numérique à la ville, ça veut aussi dire accompagner les équipes, accompagner parfois les fonctionnaires dans cette transformation digitale. Avec ces projets qu'on va mettre en place ou avec des outils, des méthodologies, on essaye de faire évoluer cette ressource qu'on a en interne vers du numérique, vers du digital. Alors ça prend du temps, c'est pas simple, mais voilà, on a au moins l'avantage d'avoir un terrain de jeu assez large. Paris, avec, c'est pas des clients, mais du coup c'est des Parisiens, et de créer des services, on essaye innovants pour toujours aller un peu plus loin et pour embarquer avec nous cette manne de personnes qui a priori est assez volontaire sur les sujets. Voilà, donc il y a un peu un double aspect. Il y a à la fois répondre à des contraintes politiques assez fortes, parce qu'on on prend toujours comme exemple les grandes entreprises ou les autres villes comme New York qui font plein de choses. Donc nous aussi, à la ville de Paris, on nous demande pas mal de choses et on a envie d'innover, d'être présent sur plein de domaines, mais avec toutes les contraintes que ça sous-entend, c'est-à-dire ce changement en interne, cette digitalisation, cette montée en compétences sur des métiers qui sont nouveaux, parfois très nouveaux. Alors, c'est vrai que l'équipe de Paris Numérique est extrêmement jeune au regard de l'équipe de la ville, des 40 000, 50 000 employés de la ville. On a une moyenne d'âge de à peu près 29 ans. Voilà, donc c'est vraiment un peu les jeunes, la young generation qui est au pouvoir sur le numérique à la ville. D'accord. Et finalement, quelle est votre vision à vous? Qu'est-ce que vous essayez finalement d'inculquer aux personnes à qui vous allez justement transmettre ça, finalement, de comment est-ce qu'elles vont pouvoir changer? Donc Aurélien, vous avez une équipe plutôt jeune, on va dire, chez Paris Numérique. Quelles sont finalement les initiatives aujourd'hui pour former, on va dire, ça peut être les élus, les directeurs de cabinet? Comment est-ce que finalement il peut y avoir, comment est-ce qu'on peut matcher finalement ces compétences? En fait, ça part d'une démarche assez empirique. C'est-à-dire qu'au départ, dans le département, quand je suis arrivé, il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis longtemps, qui n'avaient pas forcément d'appétence avec les réseaux sociaux, pour toutes ces nouvelles technos. Et puis il y avait tous ces jeunes qui étaient recrutés, qui arrivaient, qui avaient plein d'idées, plein d'envies, qui avaient envie de faire des nouvelles choses. Et finalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est trouver des méthodes d'organisation, des méthodes de travail pour que chacun échange, alors à la fois sur la connaissance de la ville, ça c'était pour les plus anciens, et sur la connaissance des nouvelles technos, ça c'était pour les plus jeunes, que chacun un peu partage ses connaissances au cours de réunions qui sont en fait devenues des masterclass. Donc, voilà. Au début, c'était des réunions, c'était un truc un peu informel, et puis à la fin, c'était une masterclass, c'était toutes les 2 semaines. On essayait de le tenir vraiment avec des vrais sujets de fond. On laissait du temps pour la veille aux personnes qui intervenaient. Et en fait, la méthode a tellement bien marché, et cette méthode empirique a tellement bien fonctionné, que maintenant, on est en train de l'institutionnaliser, mais vraiment en interne de la mairie de Paris. Et on va bientôt organiser la première masterclass à destination de toute la mairie, donc des élus, des cabinets. Donc ça sera évidemment à l'hôtel de ville, et on va essayer de former. Alors la première masterclass c'est sur Twitter. On va essayer de former les personnels de la mairie de Paris aux réseaux sociaux, à Twitter. Et après, on va continuer sur d'autres sujets. On va passer sur Facebook, sur les réputations, sur éventuellement des nouvelles technos. L'idée étant de faire monter en compétence l'ensemble et finalement pour nous de créer une sorte de réseau interne, ce qui est toujours bénéfique quand on lance une campagne ou quand on a besoin de relayer des idées ou de répondre de manière un peu groupée en tant que ville de Paris. Très bien. Anthony, chez vous ? Je ne crois pas qu'il y ait une méthode, et en plus, souvent, on a l'impression que ça doit être dirigé par une DRH, par une DIRCOM et autres, qu'il y a un côté
un petit peu descendant. Et on peut voir que finalement, dans plein d'entreprises, on va trouver tout un tas de méthodes. Il y a des gens qui vont mettre en place des lunch and learn, donc ils vont utiliser le midi, où il y a des gens qui vont intervenir, on va partager des choses. Il y en a, ça va être plutôt un petit déjeuner conférence où on va avoir un intervenant qui va venir, il va y avoir du reverse mentoring. On va se dire justement un petit peu, il y a des plus anciens qui ont peut-être une connaissance de l'entreprise, des plus jeunes, même si je suis assez dubitatif sur le plus jeune est forcément plus digital que le plus ancien. Là-dessus, ça se discute largement, et quand on regarde les projets, à la mairie peut-être, mais quand on regarde dans beaucoup d'entreprises, ces projets d'évolution ou de transformation, pour reprendre le terme de tout à l'heure, bien souvent, ce sont des générations X, comme disait Alexandre Patlouski ce matin. Et si on parle bien d'une évolution globale de l'entreprise, c'est rarement... et qui vont dire, OK, il y a besoin de tourner, ils ont la confiance, parce qu'on vit encore dans des entreprises où c'est assez pyramidal, pour faire bouger les choses. Donc aussi avoir un réseau d'ambassadeurs qui vont pouvoir prendre des initiatives, permettre à des choses de se décentraliser, donner du temps et des moyens à des gens qu'on va pouvoir... identifier. Par exemple, la représentation dominante de je suis un jeune, forcément je suis digital et je connais mieux qu'un plus ancien, avoir des task force de plus jeunes qui vont expliquer à des plus anciens la technologie, les gens vont se dire oui mais eux c'est normal qu'ils me l'expliquent, donc quelque part c'est évident. Donc ça aide aussi à dépasser des représentations. Mais la vraie question, c'est trouver les endroits où ça peut faire mal à l'entreprise. Il y a un petit effet Saint-Ol pour montrer que les choses sont en train de changer. On fait du bien là où ça fait mal, et finalement, ces points de douleur, ils ne sont pas les mêmes sur les entreprises. Ça va vraiment dépendre de la culture de l'entreprise. Donc, il y a tout un tas de choses. Il faut juste se dire que ce n'est pas uniquement centralisé, mais que ça peut être quelque chose de plus éclaté. Il faut juste, c'est le coordonné. Parce qu'il y a des boîtes aussi où tout arrive, mais comme rien n'est coordonné, c'est un peu plutôt le bordel à droite à gauche. On dit, regardez, mais nous, tout le monde fait ce qu'il veut. Bah oui, mais personne profite de l'expérience des autres. Donc à un moment, juste faire circuler l'information et coordonner des initiatives qui, elles, peuvent être éclatées, oui, ça peut faire avancer l'entreprise. Et vous, Julie, chez Media School Group, comment est-ce qu'on peut... Oui, alors d'ailleurs, donc précision, Media School Group, c'est le groupe qui inclut notamment l'école Sup de Web et l'Institut Multimédia, donc voilà, donc 14 écoles. Deuxième précision, juste sur le compte Twitter, c'est-à-dire si vous suivez la Joute, c'est bien moi, mais vous allez connaître mes opinions politiques, culturelles, etc. Donc c'est mon compte perso. C'est bien et aussi. Donc si hein. vous voulez des choses plutôt sur la formation et le digital, c'est Media School Exec. Voilà, je signale. C'est beaucoup moins intéressante personnellement. Donc moi j'ai présenté quelques dispositifs concrets, donc pour vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire. Donc évidemment il y a plein de formations, les Digital Academy c'est bien, les masterclass c'est très bien. Moi je voulais parler de choses peut-être un petit peu plus originales, bon peut-être que le mot est fort, qu'on met en place chez nous. Donc avec des populations donc différentes. En l'occurrence là je voulais parler d'une école d'été. Donc là, on est sur effectivement plutôt de l'acculturation digitale de chefs d'entreprise non spécialistes du digital, PME ou cadres. Le principe, pour le dire rapidement, donc c'est un petit groupe, c'est 10 personnes maximum. C'est la dernière semaine du mois d'août, avec justement un cerveau un petit peu plus détendu, nettoyé un petit peu pendant les vacances éventuellement. Donc 5 jours consécutifs intensifs, en gros 8h30, 19h30. Et avec plein de méthodes différentes d'apprentissage, donc du reverse mentoring. Donc là, justement, on bénéficie de Sup de Web pour faire une mini-conférence avec des étudiants de Sup de Web qui viennent parler à nos chefs d'entreprise et nos cadres en formation, avec des masterclass, des ateliers de co-développement. On en a parlé aussi tout à l'heure, puisque dans cette école d'été, l'idée c'est d'aborder les outils, donc la technologie, mais aussi les qualités humaines, donc pas l'un sans l'autre. Donc des ateliers de co-développement pour discuter de l'impact du digital sur le management. Et puis une petite originalité sur les méthodes, c'est-à-dire qu'on met les personnes en état d'immersion, comme Harry Roselmack. On leur fait faire en fait un reportage. Donc ils vont voir 5 à 6 personnes par jour, en gros, des start-upers, des intervenants comme Emmanuel Vivier, voilà, plein de gens. Et ils doivent en sorte faire des mini-interviews et à la fin de la semaine faire un sujet, un reportage. Donc ils sont accompagnés par un journaliste. Voilà, c'est aussi une méthode pour un peu ancrer les acquis et avoir du feedback tout au long de la formation. Rapidement, j'étais donc d'accord avec Jean-Pierre Serle de TF1 tout à l'heure qui disait qu'une bonne Learning Expedition, c'est bien mieux qu'un module de leadership numéro 38. Donc, alors voilà, il y a un exemple. C'est vrai qu'Israël Startup Nation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un lieu où on peut avoir un effet waouh en termes de connaissance du digital, acculturation au digital. Donc, on peut organiser ça. C'est aussi un mode intensif, 5 à 6 rendez-vous par jour. Start-upper, incubateur, investisseur, capital risqueur, laboratoire d'université. La photo, c'est le Technion de Haïfa qui est le Polytechnique de là-bas et
qui génère vraiment des tas d'ingénieurs et d'entrepreneurs notamment. Et rapidement, alors ça c'est un programme qui n'est pas du tout chez nous, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelques articles dessus si vous cherchez ça. C'est Procter & Gamble qui en fait a mis en place un partenariat avec Google. Et donc ils ont fait un échange d'employés. C'est-à-dire que les employés de Procter & Gamble, avec un but d'amélioration des process marketing, d'une part, et puis un peu, voilà, aussi, je pense, s'acculturer aussi au digital. Donc des salariés de Procter & Gamble sont allés à des séances de formation chez Google, mais également à des meetings où étaient évoqués les business models. Donc voilà, concrètement, je n'ai pas exactement, voilà, mais il y a des articles là-dessus et je trouvais ça assez intéressant. Et vice-versa, Google chez Procter & Gamble. Du coup, il y a eu une vraie pollinisation des talents et des connaissances. Apparemment, ça a bien fonctionné. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose à creuser chez nous aussi. Voilà. Et si on devait finalement, si vous deviez trouver ou exposer au public un projet finalement qui a très bien fonctionné, on va dire un succès, et un autre projet où ça a été un fiasco ou on va dire un simple échec, ce sur lequel? Alors, fiasco, je sais pas. Il y a C'est deux un peu fort, oui, mais... Ouais, il y a deux choses qui souvent me chagrinent sur des projets qu'on peut avoir. Je pense particulièrement de transformation digitale. Il y avait les métiers, il y avait la DSI, il y avait les business qui étaient là, et l'ARH n'était pas présent. Et ils sont sortis, donc j'imagine qu'on n'a pas été clair. A priori, ça va faire 2 ans et demi que personne n'est clair dans cette boîte, parce que l'ARH est toujours en dehors de ça. Mais c'était, non mais c'est un truc d'outil, nous, on est en train de faire la paye et autre chose, c'est pas stratégique. Et ça, c'est un vrai regret. Et l'autre regret que je peux avoir aussi sur un certain nombre d'entreprises, quand on bosse avec des industries, et qu'il y a ces projets de transformation, avant de se demander si la boîte elle devrait peut-être être plus sur Twitter, ou est-ce que le réseau social, il faudrait être plus comme ci, comme ça, souvent il y a des gens qui sont certes dans les bureaux, les cols blancs pour reprendre une désignation, et puis il y a les cols bleus qui sont à la chaîne, qui sont à droite à gauche, et on a l'impression que pour eux, il n'y a rien de digital. Et quand on discute avec la boîte, c'est oui, mais on verra plus tard, vous savez, eux, c'est différent, Et je pense qu'une boîte, c'est l'ensemble de ses salariés. La transformation digitale, elle doit toucher l'ensemble des salariés et penser qu'après, mais je dirais une fois de plus, ceux qui sont sur le terrain, ou même qui bossent dans des magasins, on s'occupera d'eux après. Je pense que c'est une vraie erreur et que la majorité des boîtes, il y a toujours des exceptions, quand elles viennent nous voir, elles ont déjà leur enveloppe, donc elles vont pas le changer. Et ça leur faire comprendre qu'après, c'est bien dommage. Ça, c'est un vrai regret. Et pour pas finir sur une note négative, les vraies réussites, là où j'ai vu finalement des managers qui se sont dit, bah voilà, en effet, comme ça a été dit tout au long de cette journée, être digital, pour en parler dans l'absolu au sein de l'entreprise, qu'est-ce que ça peut être à mon niveau, au sein de mes équipes, comment moi-même, je vais pouvoir manager, entre guillemets, mes équipes de manière plus digitale. J'ai peut-être utilisé le réseau social de l'entreprise où c'est plus un mail, où c'est plus autre chose, c'est tout le monde voit ce qui se passe, je leur demande leur avis, il y a des échanges, on essaie de s'ouvrir sur l'extérieur, de trouver des choses, donc se dire, au-delà de c'est le process global de l'entreprise, comment moi, à mon humble niveau, je le vois et comment du coup je monte en compétences, mes équipes montent en compétences, comment elles-mêmes après il va y avoir un effet halo et vont toucher les autres. Et bien souvent on a l'impression que juste les gens l'appliquent mais qu'au niveau de leurs équipes ça reste plus limité. Donc c'est dans le cadre d'un projet et il y a leur quotidien à côté. Alors que partir de là, à chaque fois que ça s'est fait comme ça, c'est vrai que ça a permis un déploiement beaucoup plus global et beaucoup plus intéressant. Aurélien, à la mairie de Paris, un projet succès et un projet qui a peut-être moins marché que les autres. Je vais commencer par un projet qui a moins marché. On a eu la prétention à un moment de penser que parce que le taux d'équipement des employés du département, parce qu'ils avaient tous un iPhone, on pouvait lancer au sein de la mairie un site qui référence l'ensemble des applis mobiles qui sont en rapport avec Paris. Et que chacun des personnes qui constituent le département allait mettre à jour, allait au fur et à mesure de leur téléchargement un peu alimenter ce site
qui parlerait du coup de digital, des nouvelles applis. L'ambition était assez belle, c'était une sorte de vision de ces applis numériques par le département Paris Numérique, donc par ses employés. Et l'idée, c'était d'en faire profiter les Parisiens, comme c'est des journalistes, comme il y a des rédacteurs, on s'est dit que ça serait bien écrit, ça serait bien décrit, et quelqu'un qui avait envie de télécharger une appli sur Paris, il saurait tout de suite, en fonction d'une catégorie, une thématique, qu'est-ce qui était mis à disposition pour lui. Bon, globalement, ça n'a absolument pas marché. On s'est complètement planté. Le site a été lancé, il y a eu une première vague de contributions, et puis en fait, on s'est rendu compte que rentrer par la technologie comme ça et demander aux gens spontanément de soumettre des avis, de proposer des applis, d'agrémenter, d'agréger du contenu au fur et à mesure, ça ne leur plaisait pas. Et le pourquoi, c'est parce que finalement, c'est parce qu'ils étaient mieux équipés, c'est parce que l'usage était devenu plus mainstream, on va dire, qu'ils avaient cette appétence pour le digital, ou en tout cas cette envie de partager. Donc voilà, ça c'était une expérience un peu négative. Alors j'avais préparé un success example, mais du coup, comme je vois qu'Altea est partenaire et qu'il me regarde depuis tout à l'heure, je vais peut-être parler du projet qu'on a fait avec eux. Voilà, je vais faire attention quand même, je ne veux pas avoir de problème avec les organisateurs. Donc alors voilà, donc avec Altea, on a mis en place une solution pour répondre aux demandes des Parisiens sur le site paris.fr. Il y a entre 200 et 500 mails qui sont postés chaque jour, où les Parisiens nous posent des questions sur voilà, j'ai besoin de payer ma cantine pour mon enfant, comment je fais, etc. On leur répond, il y a une équipe de 10 personnes qui est derrière ces réponses. Et avant, on traitait ça par mail directement. C'était un peu archaïque. Voilà, au fil du nombre de mails qui augmentait, on s'est dit qu'il va quand même falloir qu'on change de système à un moment. Et là, donc, on a entrepris de mettre cet outil en place, donc avec notre super partenaire. Et on s'est dit, l'ambition, c'est pas seulement de répondre aux mails sur paris.fr, mais c'est aussi de traiter, pourquoi pas, toutes les demandes qui sont faites par les usagers. Alors que ça aille sur Twitter, que ça soit Twitter, que ça soit paris.fr bien sûr, mais que ça soit aussi les demandes qui viennent du centre d'appel de la ville, que vous connaissez peut-être, 3915. Et toutes ces demandes, quand les gens appellent auxquelles on ne sait pas répondre, on les transforme en mail, on les envoie dans cet outil, et cet outil qui est un outil de mise en commun de tous nos collaborateurs à la ville, dans toutes les directions confondues, voilà, ils peuvent ensuite traiter les demandes, c'est escaladé en niveau 2. C'est quelque chose d'assez pointu. Et finalement, cet outil, on l'a vraiment construit avec les gens. Ça a mis beaucoup de temps. Il y a une grosse partie RH, il y a une grosse partie accompagnement du changement. On a fait des réunions, on a présenté les interfaces, on a étudié l'ergonomie avec vraiment les contributeurs de cet outil qui allaient l'utiliser au jour le jour. Et là, on était à fond dans le digital, quoi. C'est un outil qui est que digital d'ailleurs. Et toujours avec cette ambition de pouvoir répondre à toutes les demandes. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on a commencé à parler de Twitter, répondre aux tweets, les gens ne savaient même pas ce que c'était. On s'est dit, oula, on se confronte à quelque chose assez délicat. Et finalement, c'est vrai que maintenant, c'est un succès parce qu'à force de faire des réunions, à force d'être vraiment dans cet accompagnement du changement avec des outils numériques, voilà, on a réussi à complètement renverser les usages. On n'est plus du tout sur de la réponse par mail, on est sur de la réponse depuis l'outil directement, complètement dématérialisé. Et c'est vrai que le truc tourne bien. C'est d'ailleurs une des fiertés de l'exécutif parisien actuel. Voilà, donc on est plutôt content. Et Julie ? Oui. Alors, donc rapidement, les succès, c'est un peu le dispositif que j'ai présenté, mais je voulais parler un petit peu des méthodes dans lesquelles je crois, plutôt, qui me paraissent bien fonctionner, et puis celles dans lesquelles je crois moins, en termes de formation, vraiment. Donc moi, je suis formation. Donc du coup, je voulais, en termes de méthodes, c'est vrai qu'on les voit de plus en plus dans les cursus de formation, mais je pense que c'est plutôt efficace. Donc voilà, si vous les connaissez ou pas, mais en tout cas, voilà, les méthodes agiles, Scrum, Lean, UX Experience, tout ça, c'est toujours pour nous intéressant d'en glisser dans certains cursus, même quand c'est un cursus qui porte sur les outils ou sur la culture. Voilà, ces modes d'apprentissage en équipe sont
plutôt efficace, voilà, parce que on l'a dit à plusieurs tables rondes, c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses. Le design thinking, et peut-être aussi, voilà, enfin, je ne vais pas vous le détailler, et une petite nouvelle, mais qui est très proche du design thinking, si vous ne la connaissez pas, c'est le deep dive. Alors le deep dive, c'est l'IMD Lausanne qui a mis en place ça. C'est, voilà, enfin, vous trouverez dans Google tout le descriptif sur l'IMD, c'est un peu comme le design thinking, avec des séquences courtes de tests de prototypes de solutions. Voilà, donc c'est pour ça que ça se rapproche du design thinking. C'est assez intéressant, et récemment, c'est en gros, les top dirigeants de la SNCF qui sont allés faire ça à l'IMD. Et voilà, et quelqu'un m'a dit que c'était très, très efficace. Donc, dans les succès, du coup, c'est ce en quoi je crois, c'est vraiment la variété des méthodes et des supports pédagogiques. Comme je disais en intro, pour briser un peu les schémas mentaux qu'on a de notre histoire, de notre famille, etc., de notre formation initiale, évidemment. L'auto-formation. Alors, l'auto-formation, c'est effectivement aller à des colloques comme ça, lire, etc. Ça, c'est... je crois que c'est inévitable en complément, en suite de tout cursus de formation. Donc il faut susciter le goût de s'auto-former. Donc on essaie, nous, dans nos formations, d'avoir des petits ateliers où voilà, on essaie de provoquer cet intérêt-là. Et du coup, ce qui est lié, c'est d'essayer de susciter des émotions, puisque l'apprentissage, c'est aussi... on se souvient des choses quand on a une émotion qui est liée à cette chose-là. Donc ça peut être l'admiration, alors, parce que bon, le succès d'une formation, c'est quand même souvent et principalement la qualité des intervenants, des formateurs, donc comme Claire Deblic qui est dans la salle. Je fais un petit coucou. Le plaisir, voilà, le plaisir, c'est aussi des méthodes que j'ai citées. Et l'humour, voilà. Enfin, voilà. Essayer de marquer un peu les gens dans les cursus de formation, c'est aussi très important de mon point de vue. Et du coup, je vais dire ce en quoi je crois moins, c'est en formation, je parle, parce que le MOOC d'Aquent m'a l'air très très bien pour le recrutement, mais en formation, un MOOC tout seul, ça me paraît, je crois que c'est assez, j'allais dire général comme avis, moins efficace, comme d'ailleurs le présentiel seul. Et donc souvent, l'idée, c'est évidemment de mélanger tout ça. Et pour conclure cette table ronde, est-ce que vous pourriez donner finalement un conseil à l'audience et aux personnes qui vont qui font déjà de l'accompagnement pour la transformation digitale ou justement qui vont se lancer? Juste un conseil et on termine avec ça. Anthony? Un conseil, osez, faites-le et faites du test and learn. Vous êtes chacun différent, vous avez votre culture, vous avez votre organisation. Essayez, rendez-vous compte vite si ça marche ou pas. Donc soyez agile et si c'est pas dans la bonne direction, retentez autre chose, mais testez et apprenez. Et on apprend autant de ses échecs que de ses réussites. Aurélien? Je sais pas trop. Non, je pense que l'idée, c'est quand même de décloisonner on en parlait tout à l'heure, les pôles dans une structure. Nous, on était vraiment organisés en silo avant. On a tout cassé et maintenant chacun des employés travaille ensemble, que ce soit sur les plans de com, sur la stratégie, sur les outils en tant que tels. Et c'est vrai que le mélange de ces profils, le mélange des compétences, ça donne une effervescence assez intéressante. Et en formation, moi je le disais, je suis d'accord avec Anthony, il y a des techniques pour effectivement faire ce test and learn aussi en formation, pour donner un peu cette habitude de travail en équipe aux différentes personnes, du top au middle, etc. Pour j'allais dire, gagner une curiosité aussi pour tout ce qui concerne le digital. Très bien, merci. Merci. Merci.